Bonjour tout le monde. Nous voici pour notre troisième séance qui va porter sur les NK cells, les cytokines et le complément pour finaliser l'immunité innée. Donc, au bout de cette séance, nous aurons fini l'immunité innée et le système immunitaire naturel, donc cette immunité naturelle. Et après, on va passer à l'immunité acquise. Nous allons, j'espère, pouvoir finir cette séance aujourd'hui qui contient les NK cells, cytokines et compléments, fonctionnement et dysfonctionnement, comme nous l'avons toujours promis. Et j'espère, au bout de cette troisième séance, à la fin, on aura une quatrième séance pour pouvoir peut-être live répondre à vos questions. Les NK cells, cytokines et compléments. Alors, les cellules tueuses ou natural killers appartiennent aux lymphocytes qui tuent les microbes intracellulaires et qui produisent la cytokine interféron gamma qui active les macrophages. Les NK cells comprennent 10 à 15% des lymphocytes dans le sang et les organes lymphatiques. Les NK cells n'ont pas les mêmes récepteurs que les T et les B, bien qu'elles soient lymphocytes, appartenant aux lymphocytes, il n'en demeure pas moins qu'elles n'ont pas les mêmes récepteurs. Morphologiquement, les NK cells sont plus larges que les lymphocytes et contiennent des granules azurophiliques dans leur cytoplasme. Elles participent ils ont la capacité innée de tuer les cellules infectées par des virus et les cellules tumorales sans aucune sensibilisation, donc sans aucune rencontre préalable. Ces cellules sont la première ligne de défense contre les infections virales et les tumeurs. Voici une NK cells avec son large noyau et les granules azurophiliques, ça veut dire qu'ils contiennent la coloration bleu azur et qui sont des granules très toxiques. Voici les phases de développement des NK cells depuis leur, bien sûr, sortie de la moelle osseuse. On suppose qu'elles se développent beaucoup dans les ganglions lymphatiques. Et voilà ce qui nous intéresse aujourd'hui, le stade 4 et le stade 5. Le stade 4 est considéré comme CD56 bright et le stade 5, le CD56 dim. Et nous allons voir, bien sûr, la différence de ces stades. Morphologie de ces NK cells et leur phénotype. Chez l'homme, les NK cells représentent en moyenne 5 à 20%, comme ça a été dit. On les retrouve également au sein des ganglions lymphatiques, la rate, les amygdales et les ganglions périphériques, et dans certains tissus, tels que le foie, poumon et placenta. Elles possèdent un cytoplasme bien développé contenant des granules cytotoxiques. Les NK cells sont phénotypiquement caractérisés par l'expression du marqueur de surface CD56, l'absence du CD3. Le CD3 est le marqueur de toutes les cellules T, qu'elles soient T4 ou T8. Toutes les cellules T sont des CD3 positifs. Par contre, les NK cells sont CD56 positifs et ils sont CD3 négatifs. Les sous-populations. Deux sous-populations majeures des cellules NK sont communément définies selon la densité d'expression des marqueurs de surface CD56 et CD16. Elles présentent des distributions et des fonctions différentes. Nous allons voir pourquoi les CD56 bright et CD56 dim diffèrent dans leur localisation et dans leur fonction. Les CD56 dim CD16+ représentent environ 90% des NK cells dans le sang, la rate et le foie, mais uniquement 10% dans les ganglions lymphatiques et les amygdales. Donc, elles sont plus prédominantes, encore une fois, dans le sang, la rate et le foie. Elles possèdent de nombreux granules lithiques et rondes, donc qui les rendent fortement cytotoxiques, mais un pouvoir prolifératif et produisent peu de cytokines en réponse à une stimulation. Donc, elles sont plus tueuses que les CD56 bright. En voici les NK cells 56 dim. Avec leurs granules cytotoxiques, elles se rapprochent de la cellule target, la cellule cible, qui peut être une cellule infectée par des virus, comme dans le cas de Corona, ou des cellules cancéreuses. Elles se rapprochent et elles nécessitent le contact. Et voilà qu'elles vont commencer à déverser leurs granules cytotoxiques. Et pour voir le détail, le voici. La NK cells, elle est là, la cellule cible, elle est là, et elle va déverser ses granules, mais pour le faire, il faut qu'elle fasse une perforation grâce à une protéine qui s'appelle la perforine. Et cette perforine, elle permet le passage des granules cytotoxiques qui vont enclencher
à travers une cascade de caspase, the death signal, autrement dit la mort de la cellule. En même temps, la NK cells, elle a une autre arme, celle de fast ligand. Toutes nos cellules sont mortelles. Et pour mourir par apoptose, la mort propre, il suffit juste de coïncider la protéine ou l'antigène ici, donc cette surface, protéine de surface FAS, avec le fast ligand et la mort est enclenchée. Mais il y a une autre arme aussi puissante que les NK cells utilisent, c'est ce que vous voyez en noir. Et en noir, c'est TNF-alpha. Et vous voyez très très bien que le TNF-alpha ne pénètre pas. Il suffit qu'il se dépose sur la membrane de la cellule, qu'il enclenche la mort cellulaire, et on l'appelle TNF pour Tumor Necrosis Factor Alpha. Les NK cells bright et CD16 DIM, à l'inverse, représentent environ 10% des NK cells dans le sang. Mais, par contre, on les retrouve dans les ganglions lymphatiques et les amygdales. Elles ont un fort potentiel prolifératif, sont moins toxiques, mais que les 56 DIM, mais produisent de grandes quantités de cytokines et de chymokines pour activation. Donc, les premières sont plus tueuses et les deuxièmes sont plus libératrices de cytokines. Et quelle cytokine? L'interféron gamma. Donc, voici un exemple. Nous avons ici le foie infecté par le virus de l'hépatite. La cellule infectée, elle est déjà, son sort est pratiquement scellé puisqu'elle va mourir. Elle va sécréter, elle va alerter le système immunitaire de cette infection en libérant l'interféron alpha et l'interféron bêta. Les macrophages résidents que nous avons vus la dernière fois, et les macrophages résidents du foie s'appellent les cellules de Kaplan. Ils vont recevoir l'information et ils vont la recommuniquer en sécrétant à leur tour des chymokines, CCL3, l'interleukine 12 et l'interleukine 18. Les NK cells, recevant particulièrement l'interleukine 12, elles vont s'activer et elles vont libérer l'interféron gamma. L'interféron gamma va normalement revenir vers les macrophages pour essayer de phagocyter les virus qui sont dans les parages. Mais aussi, l'interféron gamma, aider l'interféron alpha et bêta à réveiller les systèmes enzymatiques qui sont là, qui vont empêcher la multiplication virale. Donc, cette cytokine, déjà, prématurément, on a parlé des cytokines, puisqu'on va les aborder tout à l'heure. Cette cytokine interféron alpha et bêta, elle a deux rôles majeurs. C'est alerter les cellules immunitaires pour que liées au recrutement et activation des cellules immunitaires, mais aussi alerter les systèmes enzymatiques parce que les cellules saines possèdent des systèmes enzymatiques antiviraux qui sont inactifs, bien sûr, quand on n'a pas une infection. Dès qu'il y a une infection, le virus pourra pénétrer, mais il ne sera désactivé, et c'est grâce à cette extraordinaire collaboration. Une fois stimulées et activées, les cellules NK exercent leur fonction antivirale selon les trois modes ou les trois grands mécanismes. 1. Production des cytokines, interféron gamma. Le relargage de granules cytotoxiques, nous l'avons vu dans le premier cas, et la lyse des cellules ou de la cellule cible. Selon le degré d'activation et les voies effectrices impliquées, la réponse NK sera plus ou moins efficace. Cela dépendra également du pathogène viral et des mécanismes d'échappement. En effet, les virus, quand ils rentrent, et les microbes ne rentrent pas pour mourir, c'est pour survivre. C'est le cas de corona, de la tuberculose, du malaria. Tous ces parasites, bactéries, virus sont là pour justement survivre. Et pour survivre, ils vont développer des mécanismes d'échappement. La régularisation de l'activité NK jouera également un rôle majeur dans la pathogénèse et l'issue de l'infection. L'interféron gamma produit par les cellules NK est notamment un puissant activateur des macrophages qui sont une source majeure de l'interleukine 12. Nous avons vu tout à l'heure comment les macrophages libèrent l'interleukine 12. On observe en effet un système de rétrocontrôle positif stimulant l'activation des deux types cellulaires au niveau du tissu infecté. Tout à l'heure, nous avons vu le foie. Alors, la production de cytokines par l'interleukine 12, donc par les macrophages, est également très importante dans l'initiation de la réponse T et NK. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que le macrophage reçoit l'interféron alpha et bêta, sécrète l'interleukine 12 et la NK cells va sécréter l'interféron gamma et il y a une stimulation, simultanée
mais aussi un rétrocontrôle positif. Le premier reçoit l'interleukine 12 et l'NK cells sécrètent l'interféron gamma. Maintenant, ces NK cells ne sont pas inépuisables. Elles vont jouer leur rôle dans les premiers jours de l'infection, la première semaine, mais à un certain moment, elles seront peut-être dépassées et épuisées. Pour ne pas atteindre ce stade de saturation où les NK cells vont mourir parce qu'elles sécrètent et elles tuent, l'immunité acquise va prendre le dessus. Et bien sûr, grâce aux lymphocytes T. Donc, les lymphocytes T qui arrivent sur le lieu de l'infection, en retard, c'est l'immunité adaptative, elles vont libérer, sécréter l'interleukine 12, qui aura un rôle, cette fois-ci, d'inhibiteur de la fonction des NK cells. Et donc, on va parler de rétrocontrôle négatif. Donc, les NK cells recevant l'interleukine 12 sécrétée par les T vont s'arrêter, vont un peu ralentir, et les lymphocytes T vont prendre le dessus, et c'est comme ça qu'on va activer les NK cells à travers la libération des cytokines. Implication des NK cells sur l'évolution de l'infection ou de la maladie. Certaines infections sont éliminées par la réponse innée, mais des foyers viraux résiduels à faible titre viral peuvent persister. Tout le monde parle maintenant, dans le cas de Covid-19, de cette réinfection ou de cette deuxième vague, mais parfois il y a des gens qui n'ont pas éliminé tous les foyers viraux. Donc il y a des foyers qui contiennent ce qu'on appelle une présence résiduelle de virus qui peut se réactiver suite à un stress, un coup de froid, et donc le système immunitaire est affaibli et le virus reprend le dessus. Certains virus peuvent également causer des infections persistantes à long terme associées à un niveau élevé de virus dû à une mauvaise réponse immunitaire. Ainsi, la balance entre la réponse immune fonctionnelle et le titre viral est cruciale dans la détermination et la persistance virale. Donc, chacun va essayer de mener la bataille, de la gagner, et bien sûr, le plus fort gagnera. Les NK cells peuvent ainsi directement contrôler les infections par certains virus en fonction de leur activation, notamment par la surexpression de protéines induites à la surface des cellules infectées, mais peuvent également jouer un rôle direct sur l'évolution de la maladie. À l'inverse, le virus peut échapper à la lyse par les cellules NK en inhibant leur fonction. En effet, il y a des virus qui vont comme anesthésier les NK cells en inhibant justement l'expression antigénique à la surface des cellules infectées, et donc les cellules NK ne peuvent pas s'être activées. Alors ainsi, une absence d'activation totale des NK cells est reportée dans certaines infections, induisant des conséquences dramatiques sur l'issue de l'infection. C'est le cas de Ebola virus. Ebola virus, qui est apparu en 1976, ou du moins documenté, il est mortel. Il tue pratiquement 7 à 8 personnes sur 10, donc grave. Et comment il fait? Justement, il a développé des mécanismes d'échappement qui empêcheraient l'activité des NK cells ou leur stimulation. Des travaux ont montré que le nombre de cellules NK diminuait chez les patients infectés par Ebola virus. De plus, il a été observé que EBOV n'entraînait pas l'activation ni la prolifération des cellules NK chez le modèle murin, donc les souris. Elles demeurent incapables de produire des cytokines ou de lyser les cellules infectées et donc de contrôler l'infection. Voilà comment il va paralyser toute la réponse immunitaire en agissant particulièrement sur les NK cells. Il est à noter que cette infection est associée à une absence de production d'interférons de type 1, ce qui pourrait expliquer l'absence d'activation. En effet, nous avons vu tout à l'heure cette cellule de l'hépatite qui était infectée et qui a sécrété l'interféron de type 1, alpha et bêta, et qui a réveillé la réponse immunitaire. Alors, qu'est-ce qu'il fait, ce Ebola virus? Il empêche déjà la cellule infectée de sécréter. Et s'il n'y a pas d'interféron alpha et bêta, les macrophages ne seront pas alertés. Et les macrophages ne sont pas alertés, les NK cells ne sont pas activés. Et ainsi, la boucle est bouclée. Une sensibilité accrue à l'infection par différents virus a également été détectée chez des patients atteints d'immunodéficience affectant les cellules NK. Le cas le plus emblématique reste celui décrit en 1990 chez une adolescente atteinte d'une infection sévère et récidivante par plusieurs virus de la famille herpes viridae, les herpes virus. Elle a un déficit en NK cells. Les herpes viridae, c'est virus dormants qui se réveillent chaque fois
cette jeune fille en souffrait parce que justement les NK cells qui tuaient les cellules infectées, malheureusement, étaient absents. Cette jeune fille était totalement dépourvue de cellules CD56 positives, voilà, NK cells, mais présentait un compartiment lymphocytaire normal. Donc l'immunité innée déficiente, elle s'est répercutée par des infections récidivantes de herpès viridé. Pourtant, les T et les B étaient là. Une autre patiente affectée par des carcinomes récidivants du col de l'utérus suite à l'infection par le papillomavirus humain s'est également avérée déficiente en NK cells. Ces deux cas font partie de quelques exemples connus de déficit sélectif en NK cells et viennent confirmer le rôle crucial des cellules tueuses dans le contrôle des infections virales. Donc, absence de NK cells, que ce soit génétique ou que ce soit médicamenteuse, d'origine médicamenteuse, peut avoir des conséquences graves. Voici le rôle encore des NK cells dans le cas, par exemple, ici, quand on le voit, de ce qu'on appelle antibody dependent cell mediated cytotoxicity. On les voit ici, ces anticorps qui viennent se fixer sur les antigènes de la cellule cible, par exemple une bactérie, et voilà qu'ils vont activer la NK cells pour libérer son contenu grâce bien sûr à la perforine et provoquer une lyse de la cellule. Comment ces NK cells maintenant sont en train de travailler? Comment elles arrivent à détecter une cellule saine d'une cellule normale, infectée? Voici une NK cells et voici une cellule saine. La cellule saine normale, qui n'est pas infectée, qui n'est pas tumorale, elle présente toujours deux ligands, un ligand activateur et un ligand inhibiteur face à un récepteur activateur et un récepteur inhibiteur. Quand la NK cells, elle trouve les deux ligands, elle est en stand-by et elle ne va rien faire, la cellule continue à survivre. Si maintenant la NK cells, elle se rapproche d'une cellule anormale, malade, tumorale ou infectée par des virus, on voit très très bien ici que le ligand inhibiteur, ici orange, a disparu. Il n'y a que l'activateur. Et systématiquement, qu'est-ce qui se passe? La cellule NK est activée. Donc, elle est activée par défaut. Elle est activée parce qu'il y a moins d'expression, et l'expression de quoi? Du ligand inhibiteur. Et donc, la cellule, mais l'avantage quand la NK cells tue, c'est une mort clean, apoptose, qui est ce qu'on appelle programme cell death. Et vous voyez très très bien que toutes les particules ici, ce qu'on appelle les corps apoptotiques, sont entourés de membranes et donc il n'y a pas une déflagration, il n'y a pas libération du contenu et par conséquent, il n'y a pas de nécrose et il n'y a pas d'inflammation. L'activité fonctionnelle des NK cells est régulée par une balance de signaux compris entre récepteurs activateurs et inhibiteurs. Le récepteur activateur stimule les NK cells en reconnaissant les molécules sur les cellules cibles et le récepteur inhibiteur inhibe l'activation des NK cells en reconnaissant les molécules du soi qui appartiennent à la classe MHC class 1. Et voilà, une cellule normale, saine, et une NK cells, elle se rapproche. Il y a la NK cells, elle a les deux récepteurs, activateurs et inhibiteurs, et la NK cells, elle a les deux ligands. Et it happened, ce ligand, c'est le CMH class 1. La cellule, NK cells, not activated, no cell killing, la cellule va survivre. Si maintenant la cellule est infectée par un virus, comme on le voit ici, il y a absence du ligand inhibiteur. Il reste que l'activateur et la cellule est activée par défaut. NK cells activated, killing of infected cells. Et on voit toujours que la cellule va mourir à une mort propre. Donc, le virus, quand il rentre, il sait qu'il sera démasqué. Il sait que la cellule infectée va essayer de présenter ses antigènes ici à éventuellement aux cellules T. Alors, il va empêcher, il va masquer son antigène d'être présenté et le récepteur qui le porte. Et comme par hasard, ce récepteur, c'est le ligand inhibiteur. En masquant, il peut échapper à la T-cells, mais il va tomber dans le piège des NK cells, parce que la NK cells est activée par défaut. Vous allez me dire, quelle est la relation entre cellules infectées par virus et cancéreuses? Les cellules cancéreuses présentent toujours, les cellules normales présentent toujours une cellule normale, un ligand, enfin, cette molécule du soi, ce qu'on appelle
MHC classe 1 ou CMH classe 1, complexe majeur d'histocompatibilité. C'est l'identité cellulaire. S'il s'agit d'une cellule du foie, ce CMH, avec ses antigènes du foie, sont différents d'une cellule qui est sur le poumon ou sur l'os ou sur le sein ou le côlon. Mais pour pouvoir, justement, aller se greffer, et c'est ce qu'on appelle la métastase, parce qu'une cellule tumorale, les phases basiques, bien sûr, par lesquelles elle va passer, elle va, arrêter sa mortalité, elle devient immortelle, elle va se multiplier. 2, elle va essayer de se déplacer, elle va acquérir cette fonction qui n'était pas la sienne, elle va essayer de passer la membrane basale et se nourrir directement des vaisseaux sanguins pour avoir le maximum de sucre. Et troisièmement, il faut qu'elle soit masquée, presque embryonnaire, pour pouvoir se greffer du foie vers le sein, au poumon, vers l'os. Et en essayant de se faire masquer, de masquer sa présence, les NK cells vont la détecter parce qu'ils savent qu'elle n'est pas normale. Et c'est comme ça que les cellules tueuses tuent les cellules infectées par des virus et tuent les cellules cancéreuses. Voilà un peu en gros les NK cells. C'est un chapitre très détaillé. Peut-être qu'on aura l'occasion d'y revenir un jour, mais pour le moment, dans les bases fondamentales, on va se contenter de ça. On va passer maintenant aux cytokines du système immunitaire inné. Et on en a déjà parlé, les cytokines, on en parle tout le temps parce que elles sont le seul moyen de communication entre les cellules somatiques qui ne bougent pas et les cellules du système immunitaire. Alors, nous avons bien sûr, par exemple ici, le macrophage qui a capturé des microbes. Comme tout à l'heure, on l'a vu, il a sécrété l'interleukine 12 pour la NK 16 et la NK 16 activée sécrète l'interféron gamma. Cette fonction appelle contrôle, rétrocontrôle positif. Interleukine 12, interféron gamma. Ce même macrophage va sécréter TNF et interleukine 1 et des chemokines pour activer et recruter des neutrophiles qui vont venir. Donc, finalement, nous allons parler de ce moyen de communication, de ces méthode où les cellules partagent des informations en s'échangeant des protéines. Vous avez déjà entendu parler de cytokines, de lymphokines, de monokines, d'interleukines, de TNF et d'interféron gamma. C'est quoi toutes ces appellations? Ces appellations sont en fonction de la cellule qui les a produites. Cellule somatique, on parle de cytokines. L'interleukine, c'est des leucocytes. Lymphocytes, c'est des lymphokines. Monocytes, c'est des monokines. Il y a celles qui sécrètent des interférons gamma et TNF. Mais en réalité, toutes ces protéines jouent la même fonction. C'est de communiquer entre les cellules et de pouvoir alerter, informer en temps très peu. C'est pour ça qu'on les appelle les cytokines du système immunitaire inné. Ces cytokines, pour pouvoir agir sur les cellules qui les reçoivent, et il faut qu'elles trouvent, ces cytokines, des récepteurs. L'interleukine 4, l'interleukine 4 récepteurs. L'interleukine 7, l'interleukine 7 récepteurs. L'interleukine 9, l'interleukine 9 des récepteurs. Et le récepteur va envoyer le message à l'intérieur de la cellule jusqu'au noyau. Et le noyau, bien sûr, va donner des instructions pour l'ADN, pour la production de protéines, enzymes, ainsi de suite. Donc, ces cytokines agissent en fonction des récepteurs qui se trouvent sur les cellules. Et Dieu merci, c'est pas toutes les cellules qui possèdent tous les récepteurs. Il faut qu'il y ait quand même une spécificité. Cytokines du système immunitaire inné. En réponse aux microbes, les macrophages et les autres cellules sécrètent des protéines appelées cytokines qui régulent plusieurs réactions de l'immunité innée. Les cytokines sont des protéines solubles, responsables de la communication entre les leucocytes entre eux, ainsi qu'entre les leucocytes et les autres cellules. Les cytokines sont sécrétées en petite quantité. Quand on travaille au laboratoire, on les mesure dans les ordres de pico, de nano et de pico. 10 puissance moins 9 et 10 puissance moins 2. Donc, c'est des quantités, mais qui a quand même une grande affinité par rapport aux récepteurs. Les cytokines présentent une très grande affinité aux récepteurs sur les cellules cibles. Quand les cytokines sont sécrétées par la cellule pour agir sur la même cellule, comme on va le voir sur, par exemple, les lymphocytes, quand elles sont activées, ils vont libérer l'interleukine 2 qui va les autostimuler. Cette action est dite action autocrine. Ou bien sur les cellules adjacentes qui sont à côté, action paracrine, ou bien sur des cellules et organes lointains, on appelle effet endocrine. On va voir 3 cytokines, il en a beaucoup. C'est une liste que peut-être on va vous remettre un jour, une liste de ces cytokines et leurs fonctions, mais on va voir 3 cytokines. L'interleukine 1,
sécrétée par les macrophages activés, très très important, a une activité pléiotrope. Elle agit en particulier sur les cellules de l'hypothalamus et du foie, et elle a une activité où elle fait le fait qu'elle agisse sur l'hypothalamus et le foie, elle est considérée comme le médiateur humoral. On sait très très bien que ce mot humoral est réservé aux lymphocytes B, les anticorps. Mais le fait que cette cytokine se balade dans le sang partout, on l'appelle le médiateur humoral de l'immunité non spécifique. C'est un pyrogène endogène. Cette cytokine est un pyrogène. Ça veut dire quoi? Elle augmente la fièvre de l'intérieur. En réalité, donc, on voit très très bien que le virus qui est capturé par les macrophages qui deviennent activés, les macrophages sécrètent l'interleukine 1 et l'interleukine 1 va agir sur le centre de régulation thermique de l'hypothalamus. Donc, la fièvre est un dommage collatéral de l'infection, indirect, parce que l'infection, le virus, ce n'est pas dans son intérêt d'avoir de la fièvre. L'hyperthermie a un rôle bénéfique. Donc, le macrophage sécrète l'interleukine 1 va jusqu'au hypothalamus pour augmenter la fièvre. Et voilà les bénéfices de la fièvre. La fièvre, elle inhibe la croissance tissulaire des bactéries. La majorité des bactéries ont une température de 37 degrés. Dès que ça dépasse 38, 39, 40, elles ne peuvent plus se multiplier. La fièvre bloque les systèmes enzymatiques des virus. Donc, les virus ne peuvent pas se multiplier. La fièvre augmente la mobilité des granulocytes, neutrophiles, basophiles et éosinophiles. Et leur capacité bactéricide, elles deviennent plus tueuses. Et bien sûr, la fièvre, elle accroît la production de l'interféron et elle active les cellules de l'hépatite en sécrétant plus de protéines de l'inflammation. Donc, un adulte en bonne santé doit gérer la fièvre. La fièvre fait partie de la thérapie et non pas du problème. C'est la solution. Parce que on voit très très bien que la fièvre est un rôle physiologique. Elle vient en réponse à une infection. Elle est due à la libération de l'interleukine 1 et la régulation, bien sûr, le rôle sur l'hypothalamus. Il faut savoir gérer la fièvre. Il ne faut pas la baisser chaque fois parce que sinon les virus et les bactéries continueront à se multiplier. TNF, on a vu tout à l'heure, Tumor Necrosis Factor Alpha, libéré par les NK cells aussi, est une monokine, parce qu'elle est libérée par les macrophages, mais aussi par les NK cells, qui a une activité pléiotrope. Il a, au TNF, une activité, il a une action activatrice sur les cellules de l'immunité spécifique, donc vous voyez très très bien qu'il active les lymphocytes T et B. C'est un pyrogène endogène, il augmente la fièvre. Il active la synthèse hépatique des protéines de l'inflammation. C'est tout à fait normal pour qu'il y ait recrutement de cellules. Il stimule l'activité des polynucléaires, tout à fait. Et on appelle aussi cette monokine, TNF, Tumor Necrosis Factor, car elle peut léser les cellules cancéreuses par simple contact. Juste un contact et la cellule est morte. TNF-alpha, sécrété par les macrophages et les NK cells, à différencier de TNF-bêta qui est sécrété par les lymphocytes T activés. Il y a toujours, on voit très bien qu'on ajoute toujours l'activation. Et aussi, on l'appelle cachectine, car libérée massivement au cours d'infections graves, elle accélère le catabolisme lipidique et entraîne une importante perte de poids. On voit très très bien des animaux, on dit des animaux, un animal cachectique. Un chien, un chat, le poil terne, bien maigri, parce que l'infection a fait en sorte qu'il y a libération massive de cette molécule, TNF, et il y a catabolisme. Les êtres humains, on les voit. Après 2-3 semaines d'hospitalisation, une infection grave, on voit très très bien que la personne a perdu beaucoup de graisse et ce phénomène s'appelle la cachexie. Et enfin, les interférons, cette fois-ci au pluriel, parce qu'on a alpha, bêta, gamma, pour ne citer que cela. Les interférons sont des glycoprotéines de la famille des cytokines, des molécules de signalisation contrôlant le système immunitaire. On les a vus déjà tout à l'heure. Alpha, bêta, sécrétés par les cellules infectées, et gamma, sécrétés par les NK cells. Ils ont été découverts en 1957 par Isaac et Lederman, qui ont remarqué que des cellules de poulet infectées par le virus de la grippe produisaient un facteur permettant à d'autres cellules de devenir résistantes. On a vu tout à l'heure alpha et bêta, et systématiquement, dès qu'il y a libération de ces interférents, le virus ne peut pas, il peut rentrer, mais il ne pourra pas se multiplier. Et donc, ils les ont appelés interférons parce qu'il permet
l'interférence virale. Il interfère avec la multiplication, c'est-à-dire l'acquisition de résistance à un virus. C'est pour ça qu'on on les a appelés interférents, et maintenant on sait qu'ils jouent un rôle extraordinaire dans d'autres fonctions aussi. Ils ont une activité antivirale. Les interférents constituent un ensemble de glycoprotéines qui sont produites précocement et brièvement par les cellules infectées par un virus. Ils diffusent dans les tissus avoisinants et se fixent sur des récepteurs spécifiques sur les cellules saines. La fixation d'interférents, surtout de type 1, déréprime, ça veut dire active la synthèse de plusieurs systèmes enzymatiques qui s'activeront si le virus pénètre. Ils vont pas l'empêcher, c'est pas des anticorps qui empêchent, non. Le virus rentre, mais ils sont là pour activer ces systèmes enzymatiques et empêchent l'information génétique virale de s'exprimer. Les interférents sont spécifiques de chaque espèce productrice, mais protègent les cellules de l'infection par de nombreux virus. Ils stimulent l'activité toxique des macrophages, on les a vus, et des NK cells, ils sont des pyrogènes, endogènes. On revient toujours à cette fameuse fièvre qui fait partie de la thérapie. On termine maintenant notre introduction à l'immunité innée avec le complément qui a une activité très très importante. C'est un ensemble de protéines plasmatiques dont les activités sont en général révélées par une succession de clivages enzymatiques en cascade. Les clivages enzymatiques génèrent des fragments qui peuvent réagir avec des récepteurs cellulaires spécifiques. Nous allons voir un peu c'est quoi ces clivages et quelles sont les protéines qui vont naître, pourquoi on parle de C1 à C9 et ainsi de suite. Le système du complément sert trois fonctions. Le C3b enveloppe les microbes et permet leur attachement avec les phagocytes, c'est ce qu'on appelle l'opsonisation. Le C3b enveloppe les microbes et permet leur attachement avec les phagocytes. Opsonisation. Quelques produits dérivés des protéines du complément C3a sont chimiotactiques pour les neutrophiles, les monocytes, et induisent l'inflammation au niveau du site de l'activation du complément. L'activation du complément aboutit à la formation d'un complexe de protéines polymérisées qui s'incrustent dans la membrane microbienne en formant des pores qui vont les laisser passer de l'eau et les ions, provoquant la mort des microbes. Donc voici en gros, c'est soit opsoniser, soit recruter des neutrophiles, soit complètement faire éclater les bactéries. Le système du complément fait partie de l'immunité innée. C'est un système complexe multifonctionnel comprenant 20 à 30 protéines plasmatiques et membranaires qui s'activent par une série de cascades protéolytiques enzymatiques générant des fragments d'activation. Alors, il est responsable de la première réaction vis-à-vis d'un agent pathogène, l'augmentation de l'immunité acquise et l'élimination des complexes humains par des cellules mortes par apoptose nécrose, fonction poubelle, ainsi que de nombreuses autres fonctions cellulaires et tissulaires. Donc, c'est surtout, nous allons voir un peu, le but, c'est de comprendre la fonction et les pathologies. Il devient ainsi nécessaire de connaître ces maladies, de savoir comment, pourquoi intervenir. Les trois éléments essentiels du complément sont l'opsonisation, nous l'avons vu, et le relâchement de la C5A qui en temps qu'anaphylaxine et facteurs chimiotactiques augmentent l'inflammation, et enfin de former le complexe d'attaque membrane, ce qu'on appelle MAC, C5b, C9 qui détruisent les membranes. Finalement, nous les avons cités tout à l'heure. Alors voici un peu ce processus que nous avons, ce qu'on appelle l'homéostasie. Ça, c'est le cas normal. Activation, contrôle. Mais quand il y a excès d'activation et insuffisance de contrôle, on ne contrôle pas, malheureusement, la réaction immunitaire en temps, et bien sûr, il y a un processus inflammatoire. Et par contre, quand il y a un arrêt c'est un peu comme les glucocorticoïdes qui vont pratiquement arrêter diminuer de l'activité de la réponse immunitaire, on tombe dans une infection. L'idéal, c'est de maintenir la balance. Ce n'est pas tout le temps. C'est pour ça qu'on parle de molécules immunomodulatrices et des molécules qui existent dans beaucoup des polyphénols, beaucoup d'antioxydants, qui ont cette capacité de réguler la réponse immunitaire, n'est aller dans l'excédent, soit l'inflammation, soit une infection. Alors, cette activité, donc, est dirigée contre pathogènes
Malheureusement, elle est souvent responsable d'inflammation et destruction tissulaire par excès d'activité. Dans un certain nombre de situations, en particulier le manque de contrôle de la cascade du complément qui est responsable d'une certaine suractivité. Donc finalement, ces protéines plasmatiques qu'on appelle le système du complément sont inactives. Dès qu'il y a une activation, soit par des parois bactériennes, soit par le venin, il y a ou bien par les anticorps, il y a une activation, mais parfois la cascade n'est pas contrôlée. Alors, il existe deux voies d'activation. La voie classique, son activation repose en général sur la reconnaissance spécifique de la cible par un anticorps. Donc, notez toujours, quand on dit classique, on dit anticorps. La voie alterne, son activation repose sur un mécanisme non spécifique de reconnaissance de la cible. Elle peut ainsi être activée par les parois bactériennes, par les cellules infectées par virus ou par des parasites. Donc, il y a deux voies. Soit vous avez déjà été en contact avec l'agent infectieux, il est revenu, donc vous avez des anticorps, il va activer le complément, et c'est la voie classique. Soit vous n'avez jamais été en contact avec l'agent infectieux, et vous avez la voie alterne qui va permettre de faire vite parce que vous n'avez pas déjà une immunité. Voici un peu la cascade. Ça, c'est surtout la voie classique, par exemple. Vous avez des anticorps, vous avez le complément et vous avez cette molécule CA. Et on commence le clivage. C2, C4, enzyme, libération de la C3. La C3 se clive en C3A et C3B, nous avons tout à l'heure cité. La C5 se clive C5A et C5B. Et après, bien sûr, il y a la formation de la C7, C6, C5B, C8, et après on a la C9. Donc systématiquement, il y a un ensemble de protéines. Certains sont protéolytiques pour libérer et d'autres, bien sûr, pour aller agir sur le lieu de l'infection. Les protéines du complément se trouvent dans un état inactif dans le plasma et leur nombre est de C1 à C9. C1 pour complément. Plusieurs de ces protéines sont activées pour devenir des enzymes protéolytiques, vont dégrader d'autres protéines et produire l'effet cascade. Voilà un peu cette cascade qui va commencer. La voie classique activée essentiellement par des anticorps. Et vous avez C3B, et bien sûr, après C3B, et on commence à produire la molécule, ou bien voie alterne, par exemple le LPS, ou bien la voie lectine, activée par la présence de carbohydrates de surface, gram négatif, gram positif. Et vous avez les C3A, la libération, la C5A et MAC, les fameuses molécules. Donc, soit vous avez cette voie de cascade et après la libération de la C3A, qui est active, vous voyez très très bien que c'est pas toutes qui deviennent, comment dire, rayonnantes, C5A et C6, C7, C8, C9, c'est membrane attack complexe, parce que il y en a plusieurs qui vont intervenir, comme on l'a vu ici. Attendez, voilà. C'est plusieurs de ces molécules, de ces compléments qui vont agir. Alors, donc, comment dirais-je, le complément, il agit de manière rapide. L'avantage qu'il soit inné, c'est que c'est au bout de quelques minutes. Où on a des anticorps, la voie classique, où on n'a pas d'anticorps, c'est la voie alterne. Maintenant, est-ce qu'il y a des pathologies qui, malheureusement, interviennent dans le cas de ce déficit de complément? Il y a des méningites, donc causées par des méningocoques. L'activation anti-méningocoque, en l'espace de quelques années, modifie fondamentalement le risque de méningite et de septicémie due à ce genre. La présence d'anticorps anti-méningocoque est essentielle pour la prévention. Cela ne change pas l'observation effectuée il y a plusieurs années déjà que les patients avec un déficit héréditaire en complément, là on est dans les déficits génétiques, présentent un risque très élevé. Au début, il y a l'allaitement, mais dès que l'allaitement et il y a le sevrage, on commence à avoir ce risque. Une évaluation faite il y a une vingtaine d'années estimait qu'une personne sur 10 avec une infection à méningocoque présente un tel déficit, ou bien le C1, le C2, le C4, C3 et ainsi de suite. Ou une consommation chronique massive du complément, par exemple, lors de la néphrite avec C3B, qui est bas. Donc, un déficit en complément naturel, donc génétique, peut être la source d'une infection grave qui est méningite.
Il ne faut pas oublier non plus que le complément joue un rôle important pour la défense contre nombre de bactéries telles que les Staphylococcus et bien sûr Haemophilus influenza. Infection bactérienne à répétition d'un enfant. La mannose binding lectine, MBL, est une lectine qui se lie efficacement à la surface de nombreuses bactéries, possédant une capsule polysaccharidique. Donc, cette liaison déclenche l'activation du complément C4, C2 et puis le C3, l'opsonisation de la bactérie et sa reconnaissance par les phages. Donc, quand on a cette mannose binding lectine qui se fixe sur ces bactéries polysaccharides, il y a l'activation de ce complément, il y a l'opsonisation de la bactérie et sa phagocytose. Le jeune enfant qui vient de voir disparaître les anticorps protecteurs de sa maman, il a reçu, bien sûr, lors de la grossesse, mais surtout lors de l'allaitement, il présente un risque pour ces infections. Ce n'est pas par hasard que la vaccination contre les pneumocoques, les méningocoques et les influenza, donc les influenza, sont indispensables pour prévenir ces infections. En l'absence de MBL, la protection est mauvaise, diminuée et rend ces enfants susceptibles surtout aux infections des voies respiratoires, otite, à répétition et bronchite. Donc, heureusement qu'il y a la vaccination qui permet justement de couvrir ce gap entre l'allaitement et la présence des anticorps, mais quand même, les enfants, dans une certaine période, ils sont à risque. Comme corollaire à ces observations chez l'enfant, il est intéressant de noter que les adultes immunosupprimés par un traitement médicamenteux, leur maladie ou bien sûr transplantation, qui ont un manque en MBL, dont le sang présente aussi une incidence plus élevée d'infection que ceux qui ont un taux normal. Et le déficit en MBL aggrave très probablement aussi l'évolution de la mucoviscidose, une maladie que vous connaissez, très grave, voire mortelle. Donc, vous voyez très très bien que ce complément, bien que appartenant à l'immunité innée, il interagit avec l'immunité spécifique grâce aux anticorps, son déficit est derrière beaucoup de pathologies peut-être et on sous-estime son action. Et enfin, donc, une maladie de type complexe humain, les granulonéphrite, sont aussi derrière où le complément joue un rôle très très important. Les patients souffrant du lupus érythrémateux systémique très grave ou d'une maladie proche qu'on appelle cryoglobulinémie, de la présence d'une immunoglobuline monopolyclonale autoréactive, arthrite rhumatoïde, anémie hémolytique auto-immune, ont tous des évidences d'une activation non contrôlée du complément. Donc, cette activation qui à un certain moment échappe, elle va provoquer des situations graves. Nous allons juste citer le cas de la néphrite C3. Donc, le même raisonnement est valable pour les nombreuses glomérulonéphrite avec C3 abaissé dans le sang et ou dépôt de compléments dans les reins C3, C5b, C9 avec ou sans immunoglobuline. Donc, il y a un dépôt de compléments dans les reins et ça va systématiquement se répercuter sur les glomérulonéphrite ou néphrite. Donc, actuellement, ces maladies sont regroupées sous le nom de glomérulonéphrite à déposition de C3 néphritite. Systématiquement, quand il y a une suractivation ou un mauvais contrôle de l'activation du complément, il y a des maladies qui en découlent, ou bien sûr quand il y a un déficit génétique, d'autres maladies topiménagiques qui en découlent, et systématiquement, dans le diagnostic différentiel, il ne faut pas oublier de regarder justement le complément pour voir s'il n'y a pas un déficit génétique ou il n'y a pas une suractivation. Donc, la phase la plus importante et la plus critique est l'activation du troisième élément et qui est le plus abondant, c'est ce qu'on appelle le C3. L'activation de ce complément peut se produire selon 3 voies. La voie classique se produit avec la fixation du C1 à un anticorps. Nous l'avons vu tout à l'heure. La voie alterne surface microbienne LPS aux polysaccharides, aux venins de cobra ou d'autres substances en absence d'anticorps, c'est clair. Et la voie lectine, on l'a vu tout à l'heure, la substance lectine du plasma se fixe aux glucides des microbes. Voici les voies donc d'activation. Nous avons ici la voie classique. Nous avons l'antigène, donc le microbe. Nous avons les anticorps.
et nous avons systématiquement l'activation et la production de la C3. La C3b, elle va venir, elle va opsoniser, et en opsonisant, elle va se rapprocher des monocytes pour qu'il y ait phagocytose, destruction. La C3a, clivage, elle va aller recruter les cellules inflammatoires pour aller sur le lieu de l'infection. Et on sait très très bien que la C3, ici, la voie, alternative pathway, par exemple, elle va permettre sans anticorps d'activer et de ramener les cellules inflammatoires. Ou bien la voie lectine, qui peut aussi aller vers cette voie, ou bien il y a bien sûr la formation de MAC, formation de Membrane Attack Complex, c'est-à-dire les 6, 7, 6, 8, C9 vont s'incruster et ils vont provoquer la lyse et l'explosion de la bactérie. Donc le complément joue un rôle majeur en jouant avec, en collaborant avec les anticorps, ou bien sans anticorps, et c'est comme ça on va agir très rapidement de différentes manières, indirectement recrutant les cellules inflammatoires neutrophiles ou directement attaquer, comme on le voit ici, très bien, cette membrane attaque complexe. Et voici un cas de ce fameux membrane attaque complexe. Et là, il y a donc la lyse, les anticorps se sont liés aux antigènes, l'activation de C1, et voilà la membrane attaque complexe et l'explosion. Voilà le port qui est fait grâce à ces 3 ou 4 molécules, donc c'est 6, 7, 8, 9 qui vont faire exploser le germe. Alors, comment fait le système immunitaire inné pour stimuler la réponse immunitaire acquise? Donc, il y a toujours ce système inné, et là, on va tout doucement passer à l'immunité spécifique. C'est ce que nous allons voir la prochaine fois, j'espère dans les détails. Normalement, vous avez reçu le polycopier que vous allez lire, et on va peut-être vous envoyer quelques QCM juste pour avoir évalué un peu le feedback. Et avec cette 3e séance, nous allons, j'espère, faire une séance live où vous allez poser les questions directes et j'espère pouvoir répondre à vos questions. Sinon, je pourrai toujours vous envoyer des réponses. Je vous remercie pour votre attention et j'espère vous revoir la prochaine fois. Merci encore une fois.